À Buchenwald, des milliers de prisonniers sont morts sous un régime de tortures et d'abus systématiques. Parmi les responsables se distinguait une femme dont le nom est devenu synonyme de sadisme, Ilse Koch. Son pouvoir à l'intérieur du camp était absolu et sa cruauté fut consignée dans chaque témoignage. Les prisonniers étaient frappés, marqués et sélectionnés pour des punitions défiant toute limite. Sous son commandement, la souffrance s'est transformée en spectacle et l'humiliation en routine quotidienne. Sa figure est devenue un emblème de la brutalité nazie, rappelée même par les propres gardes. Comment est-elle parvenue à exercer un pouvoir si extrême au sein d'un camp de concentration? Quelles preuves ont suffi pour la faire asseoir sur le banc des accusés? Quelle fut la fin de la femme connue comme la reine sadique du Troisième Reich? La graine sombre, une jeunesse façonnée par la défaite allemande. Ilse Köhler est né en septembre 1906 dans la ville de Dresde, au sein de l'Empire allemand. Sa famille appartenait au secteur ouvrier urbain. Son père était contremaître dans l'industrie locale et le foyer disposait de revenus réguliers, bien que sans perspective d'ascension sociale significative. Les registres disponibles sur son enfance indiquent qu'elle a grandi dans un environnement quotidien, marqué par la routine d'une famille ouvrière, sans épisodes extraordinaires qui attireraient l'attention durant ses premières années. Lorsqu'elle était encore une enfant, l'Allemagne fut entraînée dans la Première Guerre mondiale. Dresde, en tant que centre industriel, se transforma rapidement. Ateliers et usines furent orientés vers la production de guerre, tandis que les jeunes hommes partaient au front. La pénurie de nourriture et de produits de base devint visible dans la vie quotidienne de la ville. Les rues montraient de longues files d'attente pour obtenir du pain ou du charbon, et l'uniforme militaire devint partie intégrante du paysage urbain. La défaite de 1918 ne signifia pas seulement le retour de soldats blessés et mutilés, mais aussi un changement radical dans la vie nationale. La signature du traité de Versailles imposa de sévères limitations à l'armée allemande, la perte de territoires stratégiques et l'engagement de payer des réparations considérées comme inacceptables. La société tout entière se sentit marquée par une humiliation qui se transmit aux générations plus jeunes, y compris celle d'Ilse. La période immédiatement après a été caractérisée par l'instabilité économique. Entre 1920 et 1923, l'hyperinflation a réduit les économies de millions de familles à des chiffres sans valeur réelle. En l'espace de quelques heures, les prix montaient en flèche et l'argent liquide perdait tout pouvoir d'achat. Dresde ne fut pas une exception. La famille d'Ilse, comme beaucoup d'autres, a vécu la frustration de voir comment un mois de salaire ne suffisait même pas pour les nécessités minimales. Cette expérience collective a marqué ceux qui ont vécu leur jeunesse à cette époque et a engendré une disposition généralisée à écouter des discours promettant stabilité et grandeur retrouvée. À la fin de l'éducation de base, Ilse a décidé de se former aux compétences administratives. Elle a étudié la comptabilité, la sténographie et la dactylographie, ce qui lui a permis de trouver un emploi comme secrétaire dans des bureaux locaux et de travailler comme assistante en comptabilité. Pour une femme de classe ouvrière dans la République de Weimar, ce parcours n'était pas inhabituel, bien qu'il représentât une voie d'ascension modérée par rapport à celle qui restait dans les travaux domestiques sans accès à l'instruction technique. Pendant la décennie des années 20, les femmes allemandes ont obtenu une plus grande présence dans le monde du travail, bien que la plupart d'entre elles restaient concentrées dans des emplois considérés comme appropriés pour leur genre. L'atmosphère politique de l'époque était dominée par la polarisation. À Dresde, comme dans d'autres villes allemandes, les rues étaient le théâtre d'affrontements entre communistes, sociaux-démocrates et groupes nationalistes. La presse répétait fréquemment les thèmes du ressentiment de la défaite et l'urgence d'une renaissance nationale. Dans ce contexte, les messages du Parti national-socialiste, encore minoritaire, ont trouvé un terrain fertile. Leur symbole de discipline, d'unité et de pureté raciale attirait les jeunes à la recherche d'appartenance. En 1932, Ilse a décidé de s'affilier au parti nazi. Elle avait 26 ans. Son adhésion a coïncidé avec la phase de croissance fulgurante du mouvement dans les mois précédant l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. L'incorporation à cette étape précoce conférait un statut spécial au sein du parti. Les anciens membres étaient aperçus comme des militants loyaux avant la victoire définitive, ce qui se traduisait par du prestige et des opportunités de promotion au sein du régime.
Pour une femme d'origine modeste comme Ilse, cela signifiait aussi un espace pour obtenir de la reconnaissance et échapper aux limites traditionnelles de sa classe sociale. Le national-socialisme attribuait aux femmes un rôle défini dans son projet idéologique. Hitler et d'autres dirigeants présentaient la mission féminine comme celle d'assurer la reproduction de la population aryenne. La devise résumant cette conception était « enfants, cuisine et église ». Cependant, au-delà de cette simplification, la réalité montrait une participation active de millions de femmes dans des tâches administratives, éducatives, de propagande et plus tard, au sein de l'appareil concentrationnaire. À partir de 1933, l'État nazi a encouragé des politiques démographiques conçues pour augmenter la natalité. Des prêts matrimoniaux ont été créés et étaient annulés de manière partielle ou totale selon le nombre d'enfants nés. Des subventions spéciales ont été accordées aux familles nombreuses et la Croix d'honneur de la mère allemande a été instituée en 1938 comme reconnaissance publique à celles qui répondaient à l'idéal de maternité promu par le régime. En parallèle, des mesures coercitives ont été développées contre ceux qui ne correspondaient pas au modèle racial. Des milliers de femmes classées comme biologiquement inférieures ont été soumises à une stérilisation forcée. La prostitution a été réglementée pour servir les soldats, tandis que les relations avec les travailleurs étrangers étaient sévèrement punies. Le contrôle du corps féminin était absolu. Celles qui répondaient à l'idéal arien étaient récompensées et celles qui s'en écartaient étaient publiquement punies. Les femmes accusées d'entretenir des liens avec les prisonniers de guerre étaient tondues et exposées à des cérémonies d'humiliation. En 1936, Heinrich Himmler a instauré le programme Lebensborn. Son objectif était de favoriser la naissance d'enfants considérés comme racialement purs. Pour cela, des foyers de maternité ont été créés et un soutien économique a été offert à des femmes sélectionnées pour leur profil génétique. Bien que le nombre total de naissances dans ce cadre ait été limité, le symbolisme du programme reflétait l'intention nazie d'intervenir même dans les aspects les plus intimes de la vie privée. La participation féminine dans le nazisme n'a pas été marginale. Plus de 10 millions de femmes ont intégré des organisations liées au parti. La Ligue des jeunes filles allemandes formait les jeunes en discipline physique et en doctrine raciale. L'Association nationale socialiste des femmes coordonnait des campagnes d'aide et des activités de propagande. Avec le début de la guerre, beaucoup sont devenus infirmières, secrétaires, auxiliaires dans la police, collaboratrices dans la Wehrmacht et personnel dans les camps de concentration. Le militantisme féminin combinait obéissance idéologique et ambition personnelle. Dans une société qui offrait peu d'alternatives de participation publique pour les femmes, le parti se présentait comme une plateforme d'action et de reconnaissance. Certaines se consacraient à des tâches d'assistance, mais d'autres montaient à des postes avec une influence réelle au sein de la structure étatique et paramilitaire. Mariage avec le bourreau, l'ascension des Koch. Au milieu des années 1930, Ilse Köhler a rencontré Karl Otto Koch dans les cercles de fonctionnaires et d'officiers des SS. Son adhésion précoce au parti nazi l'avait placé dans un environnement où les connexions politiques et personnelles s'entremêlaient fréquemment. Koch, né à Darmstadt en 1897, représentait une génération différente, marquée par l'expérience directe de la Première Guerre mondiale. Après avoir servi comme soldat, il s'est intégré au Freikorps, formation paramilitaire qui ont proliféré dans l'Allemagne de l'immédiate après-guerre et ont servi de pépinière pour les futurs cadres du national-socialisme. La carrière de Karl Otto au sein des SS avait pris forme grâce à l'expansion du système concentrationnaire que Heinrich Himmler promouvait depuis 1933. Pour 1934, Koch occupait déjà des postes de responsabilité dans des camps comme Esterwegen et Lichtenburg. Son expérience dans la gestion des prisonniers politiques et sa loyauté envers le régime ont fait de lui un officier de confiance pour la hiérarchie. Dans ce contexte, le lien avec Ilse a consolidé une union qui serait bientôt formalisée. En 1936, ils se sont mariés, après avoir suivi la procédure obligatoire pour tous les membres des SS. L'institution exigeait un contrôle généalogique rigoureux qui devait attester de la pureté raciale des mariés sur plusieurs générations.
Le couple a obtenu l'approbation sans difficulté, renforçant ainsi leur position dans l'environnement sélect de l'organisation. Pour Ilse, le mariage signifiait non seulement une ascension sociale, mais aussi une intégration complète dans la structure de pouvoir du national-socialisme. Cette même année, Karl Otto a été désigné commandant du camp de Sachsenhausen à Oranienburg, au nord de Berlin. Conçu comme un camp modèle, Sachsenhausen fonctionnait à la fois comme centre d'internement et comme école de formation pour les futurs officiers des SS. Son plan triangulaire, dominé par une tour de surveillance centrale, permettait un contrôle visuel complet sur l'espace. Ce design deviendrait une référence architecturale pour les camps créés par la suite. L'installation était initialement destinée aux prisonniers politiques, aux criminels de droit commun et aux personnes classées comme asociales. Sous le régime de Koch, la discipline interne était organisée par des punitions graduées, des travaux forcés et un système d'appel quotidien qui renforçait la soumission. Pour les internes, la vie était marquée par la privation constante. Pour les commandants, en revanche, cela signifiait la consolidation d'une carrière au sein de la hiérarchie nazie. Les conditions de vie des commandants et de leurs familles contrastaient de manière radicale avec celles des prisonniers. À l'intérieur du périmètre du camp, s'érigeaient des logements spacieux et équipés, partiellement entretenus par des détenus sélectionnés comme serviteurs. Les contacts réguliers avec l'élite dirigeante des SS conféraient un prestige social, tandis que la routine quotidienne incluait des commodités inconnues pour la majorité de la population allemande de l'époque. Dans ce contexte, Ilse commença à se dévouer comme secrétaire et collaboratrice administrative, en plus d'acquérir de la visibilité dans un environnement où les épouses des commandants étaient perçues comme des représentantes de l'idéal nazi. À Sachsenhausen, Karl Otto Koch a démontré son efficacité dans la gestion de la discipline et dans l'organisation du travail forcé. Le camp fonctionnait comme un laboratoire de méthodes de contrôle qui seraient plus tard reproduites ailleurs. Les détenus construisaient des baraquements, des ateliers et des bureaux, en plus de participer à des projets industriels externes. L'expérience de Koch l'a projeté comme candidat pour assumer des responsabilités plus grandes. En 1937, Himmler ordonna la création d'un nouveau camp à proximité de Weimar. L'installation devait servir de centre de détention et d'exploitation de la main-d'œuvre, en plus de désengorger d'autres camps déjà saturés. Le lieu choisi fut la forêt d'Ettersberg et le commandant désigné fut Karl Otto Koch. La nomination représentait une promotion significative dans sa carrière et plaçait le couple dans une position d'influence accrue. Les premiers prisonniers sont arrivés de Sachsenhausen en juillet de cette année-là avec la tâche de construire les installations. Ils ont érigé des baraques, des clôtures électrifiées, des tours de surveillance, des ateliers et des bureaux. Le camp a été nommé Buchenwald et a été planifié pour accueillir plusieurs milliers de détenus, bien que sa capacité se soit étendue pour devenir l'une des installations les plus grandes du système concentrationnaire allemand. Le périmètre de Buchenwald comprenait une clôture de fil de fer barbelé électrifiée et une double ligne de murs avec des postes de garde. 23 tours de surveillance armées de mitrailleuses assuraient le contrôle permanent. L'entrée principale arborait l'inscription « Jedem Dasen », traduite par « à chacun selon son dû », expression qui reflétait la logique punitive et hiérarchique du régime. À l'intérieur, il y avait un vaste terrain d'appel, où se déroulaient les décomptes quotidiens, des baraquements alignés avec une précision géométrique, des ateliers de travail forcé, des cuisines, des entrepôts et un bloc de punition connu sous le nom de « bunker », destiné aux tortures et aux exécutions. Plus tard, on construirait également un crématorium, un élément récurrent dans le réseau des camps nazis. Dans sa phase initiale, Buchenwald a reçu surtout des prisonniers politiques, des opposants communistes et sociaux-démocrates, en plus de délinquants de droit commun et de personnes définies comme asociales. Avec le temps, la population du camp se diversifierait avec des juifs, des tziganes, des prisonniers de guerre soviétiques et des déportés des territoires occupés. La gestion de Karl Otto Koch lui accordait une marge considérable d'autonomie, avec des ressources étendues et un soutien direct de l'inspection centrale. Alors que les détenus construisaient le camp dans des conditions extrêmes, la vie des Koch se déroulait dans un cadre de privilèges. Une villa spacieuse a été construite pour eux avec des matériaux de qualité et un mobilier luxueux dans laquelle des prisonniers ont également participé à la construction.
La maison disposait de vastes chambres et de jardins soigneusement aménagés. De là, il était possible de voir à la fois la forêt environnante et une partie des installations des détenus. La coexistence de ces deux mondes, séparés à peine par les barbelés, caractérisait le quotidien des commandants et de leurs familles dans le système de camps de concentration. Le transfert à Buchenwald a consolidé la position des Koch au sein de l'élite des SS. Pour Karl Otto, cela signifiait le contrôle de l'une des installations les plus importantes du Reich. Pour Ilse, cela représentait une nouvelle étape d'intégration dans un environnement où les épouses des commandants acquéraient visibilité et pouvoir informel, en contact direct avec la structure répressive qui définissait le nazisme dans sa phase d'expansion. La sorcière de Buchenwald, cruauté sans limite. À Buchenwald, la figure d'Ilse Koch se distinguait des autres épouses de commandants de camps de concentration. Alors que la plupart maintenaient un rôle discret, limité au cadre domestique, elle adoptait une présence active dans la vie quotidienne du camp. Les témoignages de survivants la décrivent parcourant les installations avec liberté, exerçant une violence directe contre les prisonniers et participant à la discipline interne de manière inhabituelle pour une femme dans sa position. L'un des aspects les plus répétés dans les déclarations était son habitude de monter à cheval pendant les journées de travail forcé. Avec un fouet à la main, elle punissait ceux qu'elle considérait désobéissants ou distraits. Le simple regard d'un interné suffisait pour qu'elle ordonne sa sanction. L'image d'Ilse sur un cheval, escortée par des gardes armés, est devenue un symbole du régime quotidien de Buchenwald et marquait une différence claire par rapport au rôle habituellement réservé aux épouses des officiers des SS. Dans les récits de l'après-guerre, on a également signalé son inclination à humilier les prisonniers de manière délibérée. Divers témoins ont concordé pour décrire comment elle apparaissait dans des zones visibles du camp avec une tenue provocante ou sans vêtements, attendant des réactions des détenus. Quiconque osait regarder était sévèrement puni et même exécuté peu de temps après. Ces pratiques, documentées dans des déclarations judiciaires, montraient un modèle d'utilisation du corps comme outil de provocation pour générer des situations de répression exemplaires. Les prisonniers, assignés comme serviteurs domestiques dans la villa des Koch, ont raconté des expériences similaires. Selon ces déclarations, Ilse obligeait les détenus à la servir tandis qu'elle se montrait nue, dans un contexte qui combinait humiliation et pouvoir absolu. La plupart de ceux qui étaient forcés de participer à ces situations disparaissaient peu après, ce qui a alimenté la perception que l'intimité avec les Koch équivalait à une condamnation à mort. Un autre élément qui apparaît dans de nombreux témoignages était sa participation à la sélection et à l'application de punitions. Parmi les plus mémorables, on trouve ceux dirigés contre les femmes enceintes, contre lesquelles elle utilisait des fouets renforcés par des fragments métalliques. Le résultat était des blessures profondes, des mutilations et, dans de nombreux cas, des avortements forcés. Les témoins ont souligné la violence de ces épisodes et l'hostilité personnelle qu'ils se montraient envers les détenus en état de gestation, considérés comme improductives pour le système de travail forcé. Les enfants étaient également la cible de sa violence. Des survivants ont relaté des scènes dans lesquelles Ilse assistait à des punitions infligées à des mineurs et réagissait avec une visible satisfaction. Lors du procès de Dachau, plusieurs témoins ont affirmé qu'elle riait lorsque les enfants étaient conduits à des exécutions ou à des expériences médicales. Ces épisodes ont consolidé sa réputation de figure redoutée, même parmi des populations particulièrement vulnérables au sein du camp. La dimension sexuelle de son comportement a été un autre aspect documenté lors des procès. Certains prisonniers ont affirmé qu'Ilse organisait des rencontres où elle obligeait les détenus à avoir des relations en présence d'officiers SS et d'épouses de commandants. Ces actes combinaient abus, humiliation et spectacle. Il a également été mentionné des cas où elle-même exigeait des faveurs sexuelles des prisonniers, qui disparaissaient peu après, ce qui renforce l'association entre ces pratiques et l'élimination systématique de témoins gênants. Dans cet environnement fermé, sa réputation s'est rapidement répandue. Parmi les prisonniers circulaient des surnoms qui reflétaient la terreur qu'elle inspirait. La sorcière de Buchenwald et la chienne de Buchenwald. Ces dénominations montraient à quel point elle était perçue comme une menace constante et comme un agent de violence arbitraire.
La combinaison de son statut d'épouse du commandant et son implication directe dans des actes de violence l'ont rendu un personnage singulier dans le camp. Tandis que d'autres officiers restaient dans des bureaux, Hills exerçait un pouvoir visible dans les cours, dans les baraquements et dans la villa qu'elle partageait avec son mari. La simple présence de sa figure générait une peur immédiate. Certains survivants ont affirmé qu'il suffisait d'échanger un regard avec elle pour être désigné et disparaître dans les heures qui suivaient. Les témoignages indiquent qu'il assistait fréquemment à des punitions collectives et à des exécutions. Parfois, il était assis à côté des officiers des SS pour observer, et plusieurs témoins ont assuré qu'il montrait de l'enthousiasme devant les scènes de violence. Il ne se limitait pas à l'observation, il intervenait dans la sélection des victimes ou aggravait les sanctions imposées par d'autres. Cette capacité de décision n'était pas formalisée dans les organigrammes du camp, mais elle était exercée de manière pratique et efficace. L'influence d'Ilse provenait également de ses relations avec des médecins et des officiers qui lui accordaient l'accès aux informations et à la possibilité d'intervenir dans des décisions concernant la vie ou la mort des détenus. Bien qu'elle n'ait pas occupé de poste officiel, sa proximité avec le pouvoir formel et son initiative personnelle lui permettaient de déterminer des punitions et des exécutions. Pour les prisonniers, cela faisait d'elle une figure d'autorité aussi dangereuse que n'importe quel officier en uniforme. Le souvenir d'Ilse Koch à Buchenwald est resté comme un exemple de violence arbitraire et d'abus de pouvoir quotidien. Elle n'était pas seulement l'épouse d'un commandant, mais une participante active à la dynamique répressive du camp marquée par le sadisme, l'humiliation et l'exercice direct du pouvoir sur des corps sans défense. Dans un système où la hiérarchie était clairement définie, son influence non officielle l'a transformée en un élément central de la terreur qui a défini la vie quotidienne à Buchenwald. Le musée macabre, peau transformée en trophée. L'un des aspects les plus documentés de la trajectoire d'Ilse Koch à Buchenwald était son implication dans la sélection de prisonniers tatoués dans le but d'utiliser leur peau. Cet épisode, relaté de manière réitérée dans des témoignages de survivants et enregistré dans des procès après la guerre, est devenu l'un des symboles les plus perturbants des crimes associés au camp. L'intérêt pour les tatouages n'est pas né uniquement d'elle. En Allemagne, dans la décennie de 1930, certains médecins et criminologues avaient développé des théories qui associaient les tatouages à des comportements délictueux ou des déviations sociales. Les SS, dans leur désir de donner à leur politique un vernis pseudo-scientifique, ont encouragé des recherches dans cette direction au sein des camps de concentration. À Buchenwald, des médecins comme Erich Wagner et Waldemar Hoven ont participé à des études qui prétendaient lier les tatouages à des traits antisociaux. Ces recherches faisaient en partie d'un programme plus large d'expérimentation qui incluait des essais de vaccins, des analyses de maladies infectieuses et des méthodes d'exécution. Dans ce contexte, les témoignages décrivent qu'Ilse Koch a adopté un intérêt personnel pour l'observation des tatouages. Des déclarations recueillies lors de procès ultérieurs indiquent qu'elle parcourait le camp à cheval ou à pied, examinant les prisonniers et signalant ceux avec des tatouages aux dessins frappants ou peu communs. Les détenus identifiés disparaissaient dans les jours suivants. La procédure, selon de nombreux témoins, incluait l'exécution des prisonniers sélectionnés et le transfert de leur corps à l'hôpital du camp ou au crématorium. Là, les sections de peau tatouées étaient extraites, conservées par le personnel médical sous la supervision des SS. Le processus de traitement consistait à nettoyer, tanner et durcir le tissu avec des produits chimiques suivant des techniques similaires à celles appliquées au cuir animal. Le résultat était un matériau apte à être travaillé dans l'élaboration d'objets. Parmi les articles mentionnés dans les témoignages des survivants se trouvent des abat-jours, des reliures de livres, des gants et des portefeuilles confectionnés avec de la peau tatouée. Plusieurs prisonniers travaillant dans la villa des Koch ont affirmé avoir vu ces pièces exposées dans différentes pièces de la résidence. Ces déclarations ont été reprises dans les procès d'après-guerre, où le ministère public a présenté les découvertes comme des preuves du caractère singulièrement macabre de Buchenwald. Après la libération du camp en avril 1945, les troupes américaines trouvèrent des restes de peau humaine tatoués et d'autres objets fabriqués avec des tissus humains. Ces matériaux furent photographiés, catalogués et exposés lors de présentations publiques organisées par les forces d'occupation,
dans le but de confronter la société allemande à l'ampleur des crimes commis dans les camps. La relation directe entre ces objets et Ilse Koch, cependant, fut l'objet de controverses judiciaires. Quelques témoins ont affirmé l'avoir vu choisir personnellement des pièces de peau tatouées et examiner les dessins. D'autres ont indiqué qu'elle conservait certains de ces objets dans sa villa, où elle les montrait à des visiteurs choisis. Néanmoins, la défense a soutenu qu'il n'existait pas de documents signés par elle ordonnant la confection de ces articles ni de preuves concluantes de sa propriété personnelle sur les pièces trouvées. Dans les processus ultérieurs, plusieurs prisonniers qui avaient travaillé à l'hôpital ou au crématorium ont raconté comment ils recevaient des instructions pour préserver des peaux tatouées, notamment celles avec des motifs religieux, érotiques ou de couleurs vives. La pratique était liée à la fois à l'intérêt médical de recueillir du matériel pour des études supposées et à la demande d'articles décoratifs. Dans ces déclarations, on soulignait l'intervention initiale d'Ilse dans la sélection des prisonniers, bien que les phases ultérieures restaient entre les mains des médecins et des assistants. Le matériau humain était traité avec les mêmes procédures que celles utilisées pour le tannage du cuir, nettoyage, application de produits chimiques et étirement jusqu'à atteindre la flexibilité souhaitée. De cette manière, des objets étaient confectionnés dont la finalité dépassait l'utilité pratique. Leur exposition dans la villa des Koch avait un caractère symbolique. Elle représentait le pouvoir de réduire les prisonniers à de simples matières premières, transformées en objets de décoration quotidienne. Pendant les semaines suivant la libération, les objets trouvés à Buchenwald ont été montrés lors d'expositions organisées par les autorités militaires américaines. Des fragments de peau tatoués, des organes humains conservés dans des bocaux et des têtes réduites, ces dernières préparées en suivant des techniques exotiques apprises en dehors de l'Europe, ont été exposées. Ces expositions faisaient partie du processus de dénazification, dont l'objectif était de révéler à la population allemande l'ampleur des crimes nazis. Malgré la force des preuves matérielles, l'attribution directe d'objets spécifiques à Ilse Koch a continué d'être discutée. En 1948, le général Lucius Clay, gouverneur militaire américain en Allemagne, a déclaré qu'il n'avait pas été possible de confirmer l'authenticité de la fameuse lampe en peau humaine attribuée à Ilse, et que le seul exemplaire examiné scientifiquement s'est avéré être fait de peau de chèvre. Ces doutes ont servi à la défense pour mettre en question la fiabilité de l'accusation sur ce point précis et ont provoqué la révision partielle de sa sentence initiale lors du procès de Dachau. La confusion était alimentée par un mélange de témoignages oculaires vérifiables, de rumeurs circulant parmi les prisonniers et de propagande de guerre. Tandis que beaucoup de survivants s'accordaient à dire qu'ils se participaient à la sélection des prisonniers tatoués, tous n'ont pas affirmé avoir vu les objets finis en sa possession directe. Ce manque de certitude absolue a permis à la défense d'alléguer un manque de preuves concluantes, bien que la documentation générale sur la collecte de peaux tatouées à Buchenwald soit aujourd'hui considérée comme indiscutable. Des recherches historiques ultérieures ont confirmé que l'extraction et la conservation de peaux tatouées ont été pratiquées à Buchenwald de manière systématique avec la participation active de médecins des SS. Le rôle d'Ilse, bien que discuté en termes de preuves matérielles concrètes, apparaît à plusieurs reprises dans les témoignages comme faisant partie du processus initial de sélection. Le lien entre ces observations dans le camp et la transformation ultérieure de corps humains en objets décoratifs reflète le degré de déshumanisation atteint dans le système concentrationnaire. Chute de l'intérieur, la corruption de Karl Koch. La chute de Karl Otto Koch ne fut pas causée par les atrocités commises contre les prisonniers de Buchenwald, mais par des délits de corruption et d'enrichissement personnel au sein du propre système des SS. Dès le début, le camp produisait d'énormes quantités de biens confisqués, de l'argent liquide, des bijoux, des vêtements de qualité, des objets de valeur et des effets personnels des prisonniers qui devaient par règlement être envoyés au bureau central économique et administratif des SS. En pratique, de petits détournements pouvaient passer inaperçus, mais l'appropriation systématique était considérée comme une transgression grave contre les finances du Reich. Karl Otto a développé un schéma pour canaliser à son avantage les ressources confisquées. Une partie de l'argent et de l'or dentaire extraits au crématoire a fini sur des comptes privés.
D'autres biens ont été vendus via des intermédiaires sur les marchés locaux ou ont été stockés dans des dépôts cachés. L'ampleur de ces opérations a financé un style de vie incompatible avec le code d'austérité qui, au moins formellement, régnait parmi les officiers des SS. L'un des projets les plus remarquables financés avec ces fonds fut la construction d'un manège couvert et d'une piste équestre à l'intérieur de Buchenwald. Cette installation, destinée principalement au divertissement personnel d'Ilse Koch, a eu un coût équivalent à plusieurs centaines de milliers de Reichsmark. L'investissement disproportionné a attiré l'attention des supérieurs et est devenu un symbole du luxe de la famille en contraste avec la misère des prisonniers. S'y ajoutait l'acquisition de voitures haut de gamme, y compris des modèles décapotables, et l'ouverture de comptes en Suisse pour sécuriser les fonds détournés. Les premiers soupçons sont apparus lorsque les registres financiers de Buchenwald ne correspondaient pas aux estimations des biens confisqués selon le nombre de prisonniers admis. Les auditeurs des SS ont détecté des écarts considérables dans les transferts rapportés aux bureaux centraux, ce qui a motivé la révision du camp selon des critères administratifs. Le destin de Karl Otto s'est précipité suite à une affaire personnelle. Le commandant avait contracté la syphilis, maladie qui représentait un double risque, en tant que problème médical et en tant que scandale pouvant ruiner sa position dans l'élite des SS. Pour éviter que cela ne se sache, il décida de ne pas se rendre à l'hôpital militaire et se tourna vers l'hôpital des prisonniers de Buchenwald lui-même. Là, il fut traité en secret par Walter Kremer, un médecin allemand emprisonné, et par son assistant Karl Peix. Le traitement fut couronné de succès, mais Koch craignait que les prisonniers puissent divulguer ce qui s'était passé. Pour éliminer tout risque, il ordonna l'exécution des deux, maquillés en exécution de condamnés politiques pour activités subversives. La dissimulation a échoué à cause d'une circonstance imprévue. Josias de Waldeck-Pyrmont, supérieur de Koch en Thuringe, avait reçu des années auparavant des soins médicaux de Kremer et connaissait sa réputation de professionnel compétent. En examinant les listes de décès en 1941, il a reconnu son nom et a trouvé incohérent qu'on le présente comme un conspirateur politique. Le soupçon l'a conduit à ordonner une enquête discrète sur la gestion de Koch. Les enquêtes ont révélé une série d'exécutions arbitraires destinées à éliminer des témoins gênants. Le cas d'un prisonnier obligé de s'éloigner du camp sous prétexte de chercher de l'eau, qui a été abattu par derrière sous le prétexte officiel d'une tentative d'évasion, a été documenté. Le docteur Waldemar Hoven, médecin-chef du camp, a également été impliqué, accusé d'avoir administré des injections létales de phénol pour faire taire des prisonniers et des témoins potentiels. Parmi les meurtres attribués à ce réseau figurait même un officier SS du nom de Köhler, exécuté pour avoir connu des détails compromettants. L'enquête a révélé en outre la relation personnelle entre Hoven et Ilse Koch, ce qui renforçait la perception d'un cercle fermé de complicité autour de la famille. Bien que la responsabilité principale reposât sur Karl Otto, Ilse apparaissait comme bénéficiaire direct des richesses détournées, en particulier du manège équestre et de l'entretien de la villa familiale. Le rapport rédigé pour Waldeck-Pyrmont estima que le montant détourné par les Koch dépassait les 700 000 Reichsmark, une somme considérable même selon les normes du réseau concentrationnaire. L'utilisation de main-d'œuvre forcée pour la construction d'installations privées, telles que la villa et la piste d'équitation, a été intégrée comme circonstance aggravante. Devant l'ampleur des preuves, des accusations formelles ont été portées contre Karl Otto Koch pour détournement de biens, utilisation illégale de ressources du camp et meurtre non autorisé de prisonniers et de personnel des SS. En 1943, il a été arrêté par l'organisation elle-même et soumis à un tribunal interne. Le cas était inhabituel. Les crimes contre les prisonniers ne constituaient pas un motif de sanction, mais la corruption et le discrédit public étaient intolérables pour la direction de Himmler. Le dossier détaillait à la fois l'appropriation de biens ainsi que les meurtres dissimulateurs de prisonniers et d'un officier des SS. Pendant plus d'un an, Karl Otto resta emprisonné pendant que le procès se déroulait. Il se fut enquêté en parallèle, principalement en tant que bénéficiaire de l'enrichissement illicite. L'absence de preuves documentaires directes sur sa participation aux opérations financières conduisit à son acquittement formel dans cette première instance, bien que sa réputation au sein des SS fût sérieusement endommagée. Finalement,
le tribunal des SS a prononcé une sentence de mort contre Karl Otto Koch. Le 5 avril 1945, il a été fusillé dans le même Buchenwald, quelques semaines à peine avant la chute du Troisième Reich. Son exécution a marqué le dénouement d'un parcours dans lequel la corruption interne a été plus décisive que les crimes massifs contre les prisonniers sous son commandement. Le jugement impitoyable, la femme sur le banc des accusés. La capture d'Ilse Koch eut lieu à la fin de juin 1945, quelques semaines après l'effondrement définitif du Troisième Reich. Après la libération de Buchenwald en avril, elle avait cherché refuge à Ludwigsburg, où résidaient des membres de sa famille. Pendant un certain temps, elle parvint à passer inaperçue parmi les millions de déplacés qui tentaient de survivre au chaos de la fin de la guerre. Son anonymat prit fin lorsque d'anciens prisonniers de Buchenwald la reconnurent dans la rue et signalèrent sa présence aux forces américaines d'occupation. Peu après, elle fut arrêtée et transférée dans un centre de détention pour suspect de crimes de guerre. Le cadre légal pour poursuivre les responsables des camps dans la zone d'occupation américaine consistait en les procès militaires tenus à Dachau. Là, le personnel des SS qui avait travaillé dans les camps de concentration était jugé. Gardes, médecins, administrateurs et collaborateurs de différents niveaux. Le choix de l'ancien camp de Dachau comme siège des procès avait une valeur symbolique évidente. La justice était rendue dans le même type de lieu où les crimes avaient eu lieu. Le procès de Buchenwald a commencé le 11 avril 1947, exactement 2 ans après la libération du camp. 31 accusés ont pris place sur le banc, parmi eux des officiers SS, des médecins, du personnel administratif et des gardes de différents grades. Parmi tous, la seule femme était Ilse Koch. Sa simple présence a suscité un intérêt médiatique extraordinaire. La presse allemande et internationale a souligné qu'il s'agissait d'une accusée féminine dans un procès où presque toujours comparaissèrent des hommes. Les journalistes ont repris les surnoms qui circulaient depuis le camp, la sorcière de Buchenwald et la chienne de Buchenwald. Ces surnoms sont devenus des titres récurrents, renforçant l'image d'Ilse comme incarnation féminine du sadisme nazi. Les accusations portées contre elle se concentraient sur 4 axes principaux: instigation au meurtre de prisonniers, maltraitance systématique, participation à des abus sexuels et sélection de détenus tatoués pour la confection d'objets avec leur peau. Le parquet a soutenu que, bien qu'elle n'occupait pas un poste formel dans la hiérarchie de commandement, elle exerçait une influence déterminante sur les décisions qui ont affecté la vie et la mort de nombreux prisonniers. Les procureurs ont soutenu qu'Ilse avait participé à des actes de violence physique, avait donné des ordres de punition et avait montré un intérêt particulier pour les tatouages des détenus. Plusieurs témoins ont affirmé l'avoir vu désigner des prisonniers tatoués qui ont peu après disparu. D'autres ont raconté que dans la villa des Koch, des lampes et des reliures confectionnées avec de la peau humaine étaient exposées. Ces récits étaient renforcés par les objets trouvés à Buchenwald après la libération. Fragments de peau tatoués, organes conservés et têtes réduites. Pendant le procès, ces preuves ont été exhibées dans la salle, générant un fort impact sur les juges, procureurs et observateurs. La presse internationale a largement diffusé les images de ces objets. Des photographies d'abat-jour et de bocaux avec des restes humains sont apparues dans les journaux et les bulletins d'information, consolidant la perception publique d'Ilse comme symbole des horreurs de Buchenwald. La couverture médiatique insistait sur sa condition de femme, ce qui ajoutait un élément d'exceptionnalité et augmentait l'intérêt pour le processus. La défense a tenté de contrer le récit accusatoire en présentant Ilse comme épouse et mère sans fonctions officielles. Ils ont affirmé que sa présence à Buchenwald était due exclusivement à la carrière professionnelle de son mari et qu'elle n'avait jamais eu de responsabilité administrative ni de commandement. Les avocats ont insisté sur le fait que les histoires de lampes en peau humaine et d'autres objets étaient des rumeurs infondées, alimentées par la propagande et l'imagination de prisonniers traumatisés. Ilse a déclaré personnellement, niant avoir participé à l'administration du camp et assurant ignorer les abus commis à cet endroit. Elle a aussi nié avoir possédé des objets fabriqués avec de la peau humaine. Dans une tentative de renforcer son image maternelle, elle s'est présentée enceinte de son 4e enfant pendant le déroulement du procès.
Sa grossesse a suscité un débat dans la presse sur l'opportunité d'appliquer la peine de mort à une femme dans cette condition physique. Le procureur a insisté sur le fait que son état ne devait pas altérer la gravité des accusations. La défense, en revanche, a utilisé ce fait pour demander la clémence. Le verdict a été rendu le 14 août 1947. Sur les 31 accusés, 22 ont été condamnés à mort. Hilsekock a été condamné à perpétuité, évitant ainsi l'exécution capitale grâce à sa grossesse. Le tribunal l'a déclaré coupable de violation des lois et coutumes de la guerre, prouvant sa participation directe à des actes de violence et à l'instigation au meurtre de prisonniers. En octobre de cette même année, elle donna naissance à un fils conçu pendant sa période de détention avant le procès. La presse suivit de près cet événement, soulignant le contraste entre l'image de mère et celle de criminels de guerre. Le procès eut un immense écho médiatique aux États-Unis et en Europe. La figure d'Ilse fut définitivement associée au crime de Buchenwald et l'iconographie de l'abat-jour en peau tatouée circulait constamment en couverture, renforçant son image comme l'une des accusées les plus célèbres des procès d'après-guerre. À la condamnation à perpétuité, le destin scellé. La réduction de la peine d'Ilse-Koch en 1948 a provoqué un scandale international. Le général Lucius Clay, gouverneur militaire américain en Allemagne, a annoncé que la peine d'emprisonnement à perpétuité prononcée à Dachau serait commuée en une peine de 4 ans de prison. Sa décision était basée sur le manque de preuves concluantes concernant les objets supposément fabriqués avec de la peau humaine. Clay a affirmé que les analyses médico-légales disponibles ne démontraient pas de manière irréfutable l'authenticité de certaines pièces et que, dans au moins un cas, le matériau s'est avéré être d'origine animale. L'annonce a été reçue avec indignation par les associations de survivants, les représentants politiques et la presse internationale. Aux États-Unis, des lettres sont arrivées au Congrès exigeant la révision de la mesure, tandis que des journaux de différents pays dénonçaient une indulgence injustifiée envers l'une des figures les plus reconnues du système concentrationnaire. Les organisations juives et les collectifs de victimes ont organisé des manifestations publiques. En Allemagne de l'Ouest, de larges secteurs de l'opinion publique ont perçu la commutation comme un signe de faiblesse dans la punition des crimes nazis et comme une remise en question de la crédibilité des procès d'après-guerre. Face à la pression accumulée, les autorités américaines ont transféré l'affaire à la justice allemande. En 1949, Hilsekoch a été libéré après avoir purgé la peine réduite, mais immédiatement placé en détention pour être jugé par les tribunaux de la République fédérale d'Allemagne dans un procès qui deviendrait l'un des premiers grands procès judiciaires du nouvel État allemand. Le procès s'est ouvert à Augsbourg le 27 novembre 1950. Contrairement à Dachau, il s'agissait d'un procès civil mené par des tribunaux allemands sous la juridiction de la toute nouvelle République fédérale. L'objectif était de démontrer que l'Allemagne pouvait assumer la responsabilité de juger ses propres criminels. L'accusation présentée contre Ilse était extensive. Elle était imputée pour instigation au meurtre dans 135 cas, en plus de tentatives de meurtre et d'incitation à des actes de violence qui avaient résulté en des morts. Le parquet s'appuya sur les témoignages recueillis lors de procès antérieurs et sur de nouvelles déclarations de survivants qui furent convoqués de manière massive. Plus de 250 témoins furent appelés, dont près de 50 pour la défense. Le processus s'est prolongé pendant 7 semaines d'audience. Les témoignages décrivaient en détail des épisodes de sélection de prisonniers tatoués, de passages à tabac de femmes enceintes et de punitions collectives. Plusieurs déclarations insistaient sur le fait qu'ils se parcouraient le camp, identifiaient des prisonniers pour leur exécution et exerçaient une influence directe sur les gardes et les médecins. La concordance des récits, provenant de sources indépendantes, a été considérée par le parquet comme une preuve suffisante pour démontrer un schéma de conduite. La défense a soutenu que les témoignages étaient conditionnés par la propagande alliée et par le traumatisme des survivants. Elle a fait valoir qu'Ilse avait été une épouse sans fonction officielle et que son rôle à Buchenwald se limitait à l'accompagnement domestique. On a insisté sur le fait qu'il n'existait aucun document signé par elle, ordonnant des exécutions, ni de preuves matérielles confirmant sa possession d'objets fabriqués avec de la peau humaine. Pendant les sessions, Ilse a montré des signes de détérioration physique et psychologique. À plusieurs reprises,
Elle s'est effondrée dans la salle et a dû être retirée par le personnel médical. La presse allemande a suivi ces épisodes avec attention. Certains les ont interprétés comme des effondrements authentiques sous la pression du procès. D'autres les ont considérés comme des tentatives calculées pour susciter de la sympathie. Les juges ont refusé de suspendre le procès, arguant que les conditions médicales n'empêchaient pas sa participation à la défense. Les procureurs ont maintenu l'accusation centrale. Kilse, par sa position d'épouse du commandant de Buchenwald, avait exercé une influence suffisante pour déterminer le sort des prisonniers. Ils ont soutenu que ces décisions et désignations avaient des conséquences immédiates et que cette influence informelle équivalait en pratique à un pouvoir de commandement. Le 15 janvier 1951, le verdict a été rendu. Dans une résolution de plus de 100 pages, le tribunal a déclaré Ilse Koch coupable d'incitation au meurtre, tentative de meurtre et incitation à des actes de violence ayant entraîné la mort. Les juges ont souligné que bien qu'elle n'occupât pas un poste militaire officiel, son comportement avait eu des effets directs sur la mort des prisonniers et sur la consolidation du régime de terreur à Buchenwald. La sentence fut la réclusion à perpétuité et la perte totale de ses droits civiques. Ilse Koch devint ainsi la seule femme condamnée à perpétuité pour des crimes liés au camp de concentration nazi par des tribunaux allemands. La décision a fermé la possibilité de retrouver la liberté. Dans les années suivantes, la défense a présenté plusieurs appels et demandes de révision, alléguant une faiblesse dans les preuves et un excès de rigueur dans l'interprétation des témoignages. Toutes ont été rejetées par les tribunaux supérieurs de la République fédérale, qui ont confirmé la validité de la condamnation et la solidité des preuves présentées à Augsbourg. La résolution judiciaire a consolidé la perception que, malgré les controverses sur des objets spécifiques et sur l'authenticité de certaines preuves matérielles, la responsabilité criminelle d'Ilse Koch avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. Silence final, la mort comme unique échappatoire. Après la sentence prononcée à Augsbourg en 1951, Ilse Koch a été transférée à la prison bavaroise d'Eichach pour purger sa peine de réclusion à perpétuité. Elle y passa les 16 dernières années de sa vie. La détenue la plus célèbre du système pénitentiaire allemand a vécu dans un environnement d'isolement, de surveillance constante et de détérioration mentale progressive. Les premiers rapports pénitentiaires décrivaient Ilse comme une prisonnière hautaine et provocante. Elle niait toute responsabilité dans les crimes de Buchenwald et affirmait être victime d'une conspiration internationale qui l'avait transformée en bouc émissaire. Avec le temps, cette attitude initiale s'est transformée en épisode de paranoïa et de retrait social. Des évaluations médicales de la décennie de 1950 ont enregistré des délires, des hallucinations auditives et une peur persistante d'être attaquée par d'anciens prisonniers du camp. Selon des registres internes, elle assurait que les morts de Buchenwald lui rendaient visite la nuit, traversaient les murs de sa cellule et exigeaient qu'on leur rende la peau qui leur avait été arrachée. Ces déclarations ont été notées dans des rapports officiels comme des épisodes de perturbations mentales récurrentes. L'isolement a aggravé ses symptômes. Bien qu'elle recevait des visites sporadiques d'enfants et de membres de la famille éloignés, son contact social était limité. D'autres détenus évitaient de se lier avec elle, tant à cause de sa notoriété publique que par l'hostilité qu'elle suscitait parmi la population carcérale. Ses compagnes de cellule étaient régulièrement remplacées et plusieurs ont raconté plus tard qu'elle passait des heures à parler seule ou à écrire des lettres obsessionnelles, dans lesquelles elle mêlait des supplications de clémence à des accusations vagues de conspiration. Dans les années 1960, ses rapports médicaux mentionnaient des crises d'agitation suivies de périodes de léthargie. Elle refusait fréquemment la médication, convaincue qu'on tentait de l'empoisonner. Sa méfiance envers le personnel pénitentiaire augmentait, ce qui l'a amenée à s'isoler encore plus de l'environnement carcéral. Un événement a particulièrement marqué sa détérioration, le suicide de son fils Artwin en 1967. L'aîné, né de son mariage avec Karl Otto Koch, avait grandi sous le poids du nom de famille et du stigmate d'être le fils des anciens commandants de Buchenwald. La nouvelle de sa mort a été communiquée à Ilse en prison et, selon les dossiers médicaux, l'a plongée dans un état de désespoir qui a intensifié ses délires.
Depuis lors, elle affirmait avec insistance que les survivants du camp cherchaient à se venger et que des infiltrés dans la prison la harcelaient pour la tuer. La correspondance de ces derniers mois, conservée dans les archives judiciaires bavaroises, reflète une détérioration évidente de sa capacité d'expression. Dans des lettres adressées à son fils Uwe, conçues pendant sa réclusion en 1947, elle demandait insistant son intervention pour obtenir sa libération et parlait d'une catastrophe personnelle qui la détruirait totalement. Elle réitérait que les fantômes de Buchenwald la harcelaient la nuit et qu'elle entendait leur voix dans les murs de sa cellule. Dans d'autres lettres, elle exprimait la conviction que d'anciens prisonniers s'étaient infiltrés dans le personnel pénitentiaire et préparaient son assassinat. Elle demandait une protection supplémentaire et demandait à être transférée dans une autre prison plus sûre. Le personnel médical a tenté d'intervenir avec les ressources disponibles à l'époque, mais les symptômes ont persisté et se sont aggravés. Au cours des dernières semaines de sa vie, les gardes ont observé un changement dans son comportement. Elle est devenue plus silencieuse, moins encline à se plaindre et apparemment résignée. Certains ont interprété ce comportement comme un signe de stabilité, tandis que d'autres l'ont considéré comme un avertissement. Le 1er septembre 1967, Ilse Koch a été retrouvée morte dans sa cellule lors de l'inspection matinale. Elle s'était pendue avec un drap attaché au barreau de la fenêtre. Le rapport officiel a indiqué que le décès avait eu lieu pendant les premières heures de la matinée. La nouvelle a été rapidement diffusée par la presse allemande et internationale. Pour les autorités pénitentiaires, le dénouement n'était pas inattendu après des années de détérioration mentale et après le suicide de son fils. Dans une note manuscrite trouvée dans sa cellule, il a écrit « Il n'y a pas d'autre solution pour moi. La mort est ma seule libération ». Ces mots constituent son dernier témoignage écrit et reflètent le désespoir d'une vie marquée par l'isolement, la maladie mentale et le poids d'un passé inéluctable. L'inhumation a eu lieu sans cérémonie ni reconnaissance publique dans le cimetière de la prison d'Aishach. La tombe n'a pas reçu de marque distinctive. L'absence de famille et de toute forme de deuil symbolisait la fin d'une trajectoire qui avait commencé au cœur du régime nazi et s'est terminée dans l'isolement absolu d'une cellule.